Cher frère, ce que tu as développé aujourd'hui autour des élections, les fake news et tout ça, c'est un sujet sur lequel depuis j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à ça. Et aujourd'hui, quand j'ai vu ton sujet, je me suis dit, bon, je vais monter pour contribuer un peu à ce que le frère a donné comme enseignement. Parce que, alors, il faut dire que Internet, c'est un bel outil. Un outil qui était normalement fait pour améliorer la vie, le quotidien de tout un chacun, de nous faciliter la vie. Mais en tout ce qui est bon, il y a un côté mauvais. Surtout quand il y a des personnes de mauvaise intention prennent ça et puis ils peuvent détruire toute une société avec leurs mauvaises intentions à travers cet outil-là. Et c'est ce que Internet aujourd'hui est devenu dans notre main, surtout que le monde est en train de muter. C'est le règne des brutaux, des gens haineux, on va dire des autocrates là, qui sont en train de monter. Internet va devenir un outil à contrôler, mais vraiment. Parce que l'information va à la vitesse de la lumière et en un seul clic, c'est des millions et des millions de personnes qui peuvent en même temps voir une information. Parce qu'une fois que l'information a été publiée, on mettra beaucoup plus d'efforts à combattre cela que s'il fallait l'empêcher d'être diffusé. Et donc c'est en cela que moi je vais intervenir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes en période préélectorale. On est presque en période préélectorale. La Côte d'Ivoire gagnerait parce qu'on sait tous que tous ceux qui sont autour de nous sont des ennemis, y compris ceux qui sont au-delà, qui les financent ou qui les soutiennent parce qu'ils ont tous intérêt à ce que la Côte d'Ivoire tombe. Si jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas pu, par les manœuvres d'essayer de soulever les peuples, de faire des coups d'État et autres, ils n'ont pas pu, la dernière carte qu'il leur reste à faire, c'est la désinformation. Parce qu'en cela, ils peuvent rester à l'étranger et juste faire pousser la mauvaise information et faire chavirer le navire. Donc c'est en cela que la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire doit prendre les mesures idoines pour pouvoir aider la population à rester dans sa quiétude qui depuis 2015, 2011, on a connu jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi je dis cela? Parce que vous l'avez déjà développé, hein, pour lutter contre ces choses qu'on appelle communément fake news, il faut de la régulation et de la législation. Ça, c'est sûr. Et quand on dit régulation et législation, c'est des lois contre la désinformation. Aujourd'hui, on voit chaque jour des mesures qui sont prises, mais est-ce que ces mesures-là sont mises en application? Est-ce que ces mesures-là sont mises en application? On a vu, il n'y a pas longtemps, la Côte d'Ivoire qui a signé un protocole avec l'ambassade de France pour la désinformation au niveau de la diaspora. Mais aujourd'hui, cela n'empêche pas de voir que sur la toile, il y a encore des oiseaux de mauvais augure, qui sont à l'étranger, plus précisément en France, qui continuent de vilipender le pouvoir d'Abidjan. Et même au-delà du pouvoir d'Abidjan, des simples particuliers qui ont droit à la vie privée. Voyez-vous, donc, est-ce qu'on se demande, est-ce que ces lois, ces mesures qui sont prises sont vraiment mises en application? Aussi, on se pose la question de savoir, est-ce que nos politiques publiques, là, au niveau des publicités, est-ce qu'il y a une transparence autour de cela? Parce que la mauvaise information peut aussi venir de ces choses-là. On a tous vu ici, à un moment donné, on se battait contre les data. On a vu des Ivoiriens sortir ici sur la toile un grand coup de publications et de vidéos qui étaient suivies par des millions, des milliers de personnes, nous dire que dans les mois qui venaient, ils allaient installer une nouvelle entreprise en Côte d'Ivoire qui va venir régler le problème du data. Ça, c'est de la désinformation. Parce qu'aujourd'hui, quand on leur pose la question, où en est-on avec cette entreprise, personne ne peut nous répondre. Alors que nous, on était là pour leur dire que tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'était du faux. C'était du faux. Et on avait pu prouver par A plus B que ce qu'ils disaient était du faux. Techniquement, ce qu'ils disaient ne tenait pas la route.
Donc on a pu prouver. L'État aurait pu, parce que nous ne sommes que des petits gens, mais l'État a des experts beaucoup plus chevronnés que nous autres, qui peuvent faire ce travail-là et qui connaissent ce domaine et pour dire non, monsieur, ou le convoquer, pour dire monsieur, donnez-nous d'où est-ce que vous sortez vos études. Et comme ça, on arrête d'abuser le peuple. Voyez, donc on se pose la question de la transparence des publicités au niveau politique, parce que ça, c'était une publicité politique. Parce qu'on était dans une situation difficile où on essayait de faire révolter le peuple et il y en a qui voulaient faire de la récupération, sachant que cette personne-là était une personne politique, donc c'était de la publicité politique. Donc il va falloir que l'État jette un œil sur ces choses-là. Et aussi, surtout au niveau des sanctions. Les sanctions pour les auteurs des fake news. Tant aussi longtemps, et oh, Dieu merci, maintenant on nous dit que le PLCC commence à travailler, mais pour moi, c'est pas assez. C'est pas assez. Parce que au nombre de fake news qu'on a sur la toile par jour, le butin est maigre. Le butin est maigre. Donc, il va falloir que la PLCC ou toute structure chargée de sanctionner les auteurs des fake news ouvre grandement les vannes, ouvre grandement la nasse pour que tout poisson de mauvais augure qui s'aventure dans ces eaux troubles puisse rentrer et y rester pour qu'on puisse faire des exemples. Là, on y va vers une période très très sensible. Il va falloir que la répression puisse être quelque chose d'effectif au niveau des fake news pour commencer à nettoyer le paysage et laisser un paysage numérique sain pour seulement diffuser des messages qui vont aider la population à pouvoir faire un choix éclairé et non biaiser l'information qui pourra nous entraîner dans des aventures beaucoup plus dramatiques. Quand on a fini de parler de tout ce qui est régulation et législation, il va falloir aussi penser à ce qu'on a, que je peux appeler la responsabilité des plateformes. Ok? La Côte d'Ivoire est un État. La Côte d'Ivoire est un État. Si Facebook, si Google, si Amazon, si toutes ces plateformes-là ont des utilisateurs en Côte d'Ivoire, je suis en même de prendre des mesures pour dire à ces plateformes, si vous voulez faire commerce chez moi, voici les règles chez moi. Vous voyez? Vous ne pouvez pas ouvrir vos portes à tout le monde, mais les gens vont passer par cette porte pour venir nuire à moi, la sécurité et la stabilité de mon pays. Donc il faudrait que les gouvernants puissent se mettre au travail et aller voir ces gens-là. C'est pas parce que c'est des grandes multinationales qui n'ont pas de représentants. Il y a l'État des avocats. L'État a quand même beaucoup de moyens pour toucher ces gens-là, pour pouvoir faire part de ce que nous voulons. Parce que nous voyons en Chine, vous avez vu, ici aux États-Unis, Trump, quand il a voulu que un Américain puisse contrôler TikTok, il a fermé TikTok. Il a fermé TikTok purement et simplement. C'est soit vous mettez quelqu'un de chez moi dans le système et qu'on puisse contrôler et qu'on puisse faire y incarner nos valeurs. Je dis comme aux États-Unis, Trump, quand il a voulu faire respecter une certaine, on va dire, norme américaine, il n'a pas hésité à fermer TikTok en disant que TikTok doit être contrôlé par les Américains. Donc, l'État de Côte d'Ivoire peut aussi demander à cette plateforme-là de aussi prendre en considération ses préoccupations. Auquel cas, si il n'y accède pas, on peut aussi restreindre l'émission de ces plateformes-là au niveau de la Côte d'Ivoire. Tout cela pour permettre de nettoyer cette plateforme-là, dire à cette plateforme-là, même si vous ne faites pas des milliards chez nous, mais ce sont les petits millions que vous faites chez nous là qui font gonfler vos chiffres. Donc, prenez-nous aussi en compte, nous sommes des utilisateurs, nos populations sont vos utilisateurs, il faut aussi prendre en compte, nous, nos considérations. Et à côté de cela, former les journalistes. Former les journalistes au fact-checking.
Aujourd'hui, chaque journaliste devait être un fact-checker. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Soit il y en a qui savent le faire, mais quand ça n'arrange pas leur camp, ils s'en passent, mais ils l'utilisent que quand ça les arrange. Mais tout le monde, tous les journalistes devaient être des fact-checkers. Parce que quand on voit des fois dans les journaux des informations qui ne sont pas vraies, on se pose la question de la formation de nos journalistes. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, toute information est vérifiable. Que ta source soit quelqu'un qui t'a donné une information dans la nuit noire, et je ne sais pas dans quelle chambre fermée à double tour, cette information sera, veut ou veut pas, quelques jours dehors et on pourra la vérifier. Donc, il faudrait que ces professionnels, je les appelle comme ça, jusqu'à maintenant, puissent être des fact-checkers pour nous permettre de faire le travail en amont et aussi laisser la population profiter des vraies informations que eux, ceux de bonne foi, donnent. Donc, il faut aussi que ça serve eux aussi de faire ce travail-là pour aider la population et le gouvernement à véhiculer les bonnes informations. À côté de tout ce que je viens de dire, ces deux points-là, j'ai un troisième point, par exemple, qui est l'éducation et la sensibilisation. Bon, l'éducation aux médias, ça, ça sera quelque chose peut-être qu'il va falloir intégrer ça dans nos programmes scolaires. Je pense fondamentalement qu'avec l'ère du numérique, où demain, tout va se faire sur Internet, que ça soit, et là, on voit ça dans les pays évolués, aujourd'hui, quand nos enfants ici vont à l'école, on leur demande d'avoir chacun une tablette numérique. C'est-à-dire que plus on va y aller, l'école ne se fera plus sur des cahiers que nous connaissons. Ça va se faire en ligne. Chaque élève va avoir sa tablette, va venir avec ça, travailler et prendre sa tablette et rentrer à la maison. Donc, on voit ici aujourd'hui que l'éducation commence à intégrer la formation aux médias, aux enfants à l'école à bas âge. Il faudrait que nous aussi copions les bons modèles. Soyons proactifs. Ce qui est en train de changer ici en Occident, nous pouvons prendre ce qui est bon, c'est-à-dire des faits comme ça, parce que sinon demain, ça sera une arme, mais très redoutable, que ceux qui voudront aller nous, on va dire, allez, recoloniser encore à nouveau, ou prendre nos ressources, vont utiliser. Si nos enfants, qui sont l'avenir de nos nations, ne sont pas formés à cela dès maintenant, mais ils ne pourront pas se défendre. Ils ne pourront pas se défendre parce qu'ils ne feront pas la différence entre ce qui est vrai du faux, parce que c'est sur le numérique. Donc, il faudrait que les gouvernements commencent à penser à intégrer la formation aux médias dans nos programmes scolaires et aussi vulgariser les outils du fact-checking. Aujourd'hui, nous connaissons tous Google avec le fact-check de Google. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, un Snops, je pense qu'il existe. Ça, c'est un autre outil. Snops, ça s'écrit S-N-O-P-E-S. Donc ça, tu peux prendre pour aller vérifier si une information est fausse. Parce que qu'est-ce qu'il fait? C'est une base de données qui s'enrichit chaque jour. Et donc, quand tu rentres une information, il vérifie dans sa base de données qui est interconnectée mondialement. Et il vérifie si cette information, il l'a déjà vue une fois au monde. S'il l'a vu, il te dira où il l'a vu et comment, dans quelles circonstances, à quelle date, pour vérifier si ce que tu as reçu est une vieille information ou une fausse ou voilà, ainsi de suite. Donc, on peut vulgariser ces informations, ces outils-là, pour que la population n'accapare et puis devienne familier. Parce que si je n'ai pas les outils, je ne peux pas, moi, même si je veux m'en prémunir des mauvaises, des fake news, je ne pourrais pas. Et donc, je suis livré à moi. Et ça, c'est aussi la responsabilité de nos gouvernants de faire cela, de faire de la vulgarisation de ces choses-là, des petites campagnes de publicité ou de sensibilisation pour dire, voilà, on peut utiliser ça dans les écoles.
vérifier, et ainsi de suite. C'est la même chose que de mettre à disposition des outils de vérification d'identité. Voyez-vous? Donc, est-ce que mon identité n'est pas usurpée ailleurs? Ici, chez nous, en Occident, ça existe. Tous les jours ou chaque mois, je peux aller vérifier si quelqu'un n'a pas usurpé mon identité pour faire autre chose. Et voyez-vous, avec tout ce qui se passe actuellement au pays avec les histoires du foncier, est-ce que demain, quelqu'un ne peut pas venir prendre mon identité pour aller signer d'autres papiers à mon nom? Voyez-vous? Ou voler mes papiers pour aller faire d'autres choses. Donc, ça, c'est des outils et des choses que les gouvernants peuvent faire pour aider. Et donc, une fois qu'on a parlé d'abord de la législation et de la régulation, la responsabilité des plateformes, l'éducation et la sensibilisation, on peut aussi parler de l'implication des institutions et des médias en période électorale. Il faudrait, par exemple, que ce domaine des fake news soit... Aujourd'hui, on a la AK. Ok, la AK essaie de faire ce qu'ils peuvent, mais on peut aussi avoir une sorte de brigade spéciale pour une période d'élection qui commencerait ses travaux 1 an à l'avance, voire 2, pour essayer d'assainir l'environnement numérique et surveiller les élections. Voyez, pour pouvoir garantir des élections avec le moins d'interférences possible avec les fake news si ce n'est zéro interférence. Mais on est sur la terre des hommes, la perfection n'est pas de ce monde, donc on peut dire d'amoindrir le plus possible ces interférences-là des fake news. Donc il faudrait carrément, à mon avis, c'est une idée, d'avoir une sorte de brigade comme ça qui veille à cela et faire en sorte que cette période-là est comme une période de mise sous cloche de l'espace numérique pour garantir des joutes électorales un peu plus moins biaisées et avec des messages moins fausses pour pouvoir troubler cette période-là. Et le débat public aussi doit être des débats où les sources, comme on l'avait dit au début, doivent être de mise. Tu ne peux pas venir dans un débat et avancer des choses sans prouver. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Hier, on a vu ça sur NCI, par exemple. Il y a quelqu'un qui est venu au nom d'un parti politique, le PPRCI, et puis la charmante madame de la CEI qui était là, nous a dit que tout ce qui se fait à la CEI, c'est en commun accord avec tous les partis politiques. Ce monsieur nous dit non, lui, son parti n'a jamais signé ces choses-là. Prétextant que le PPCI a été créé en 2022 parce que la madame a dit qu'il y a eu un premier séminaire en 2021 et après en 2022 ou 2022. Il dit, ah non, nous on n'était pas là, donc c'est pour cela que le PPCI demande une RLE maintenant. Quand la madame rétorque pour dire, non, mais il y a eu un deuxième séminaire en 2022 et vous avez signé, vous voyez, elle a sorti le document où tous ceux qui étaient là ont signé, y compris le représentant du PPACI. Vous voyez, donc si la madame là n'avait pas de preuves, mais c'est fini. La propagande, la désinformation du PPACI aurait prospéré. Donc le débat public doit s'accompagner de preuves. Ça, c'est très important, surtout à cette période électorale très sensible, doit forcément s'appuyer sur des preuves. Et on doit le demander, et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, NCI doit travailler à ça. Parce que c'est une chaîne qui est très écoutée, donc il va falloir que NCI travaille à cela pour vraiment donner la possibilité aux Ivoiriens de savoir qui dit vrai et sur la base de quoi. Que nous tous, on peut aller vérifier. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux me lever et aller à la CEI parce que je suis un citoyen. Demander à écrire à la CEI pour dire, bon, là, tout le monde me dit que c'est la CEI qui est mauvaise, c'est un tel qui est ceci. Est-ce que vous pouvez me prouver que tout ce que vous faites, les partis politiques, y compris la société civile, tous ceux qui sont à la CEI, tous les membres étaient d'accord. Mais si la CEI me le prouve, me le donne, mais je pourrais aller au quartier dire à mes amis, mais regardez, tout ce que ces gens-là viennent nous dire là, en fait, ils sont en train de nous mentir. Ils ont bien accepté. Et après cela, ils changent de langage. Qu'est-ce qu'ils nous veulent en fait? Donc c'est eux qui veulent brûler le pays.
Et à ce moment-là, on peut déjà trier, savoir qui dit vrai et qui dit faux, et on va les sanctionner dans les urnes. Ça, c'est ce travail-là, il va falloir que les gens fassent pour pouvoir vraiment nous aider à aller vers un pays des plus sûrs, des plus stables, et pour les générations futures, que ça soit des exemples. Parce qu'aujourd'hui, les gens prennent le Ghana et ainsi de suite en exemple. Mais le Ghana est là aujourd'hui parce qu'il y a eu, on va dire, des choses qui ont été faites de manière forte. Quand Jerry Rawlings est venu et puis qu'on fusillait les gens sur la plage, c'est des choses qui marquent. Mais est-ce que nous, on est obligé de passer par là? Je ne pense pas. Mais les seules preuves vont finir par disqualifier tous ceux qui veulent ruser, tous ceux qui veulent mentir pour arriver à leur fin. Mais ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que ça rentre dans la culture de l'Ivoirien et gagner en crédibilité. Et forcément, ceux qui ne peuvent pas rentrer dans ce canevas-là vont se mettre naturellement sur la touche parce qu'ils ne tiendront pas le débat public. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à tout ça. Mais ce que je vous ai exposé ici, cette idée-là, c'est, moi je dis, l'étage, on va dire, allez, on va dire superficiel. Mais en tant que technicien, en tant que amoureux de la matière, je ne peux pas parler de tout ça sans parler de la technique. Parce que quand je dis tout ça, les gens vont me dire oui, mais ça c'est beau, c'est la politique que tu es en train de faire. C'est ce que l'explication que tu es en train de donner. Mais techniquement, ceux qui sont en arrière, ceux qui mettent la main dans le conduit, comme on dit, comment ils vont faire? Oui, parce que Internet, ce n'est pas que du vent. C'est du matériel, c'est du physique, c'est des millions et des milliards de câbles, c'est de l'électricité, c'est tout ça. Comment on fait pour gérer cela? Mais voilà, là maintenant je viens à la partie technique de la chose. Pour dire que oui, tout ce que je vous ai dit est faisable si et seulement si les infrastructures, les médias sur lesquels l'information circule, la structure qui définit, on va dire, l'espace numérique d'un pays peut être sécurisée. La sécurisation et la surveillance du réseau est un point crucial. C'est le numéro 1. Si tu n'es pas capable de sécuriser le périmètre de ta maison, tu n'es pas capable de gérer après l'explication de tout ce qui s'est passé dans ta maison au public. Ça, c'est pas possible. Il faut que tu sois capable de sécuriser ton périmètre. Après cela, tu peux donner une explication de tout ça. Parce que si c'est ouvert au vent, tout le monde peut rentrer et sortir, mais tu seras dépassé par l'ampleur de la chose et tu ne maîtriseras pas. Donc, il va falloir sécuriser l'espace numérique de la Côte d'Ivoire. Mais tout cela se fait. Alors, il y a beaucoup de... Je suis dans la technique, hein, mais je vais essayer de vulgariser les choses pour que les gens puissent comprendre. Dans le jargon, on parle de, par exemple, je veux dire, détection des comptes automatisés. Je vais appeler ça comme ça. Des trolls. Donc, détection des robots qui sont montés dans le but d'envoyer des mauvaises informations, mais à grande quantité. Comme on dit en ivoirien, une bouillie de machines qui sont là que pour envoyer beaucoup d'informations en même temps pour saturer le réseau Internet ivoirien. Ça, il va falloir trouver le moyen de les identifier et de les bloquer. Je parle ici, je ne vais pas aller dans les détails parce que ça relève de la sécurité et je sais qu'il y a des structures qui ont été mises en place il n'y a pas longtemps qui sont capables de faire ces choses-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qui est là. Il va falloir identifier. C'est du travail qui se fait en amont, c'est du travail qui se fait pas seul, c'est du travail qui se fait avec des amis, des pays amis. Il va falloir aller plus loin. On ne défend pas
son territoire en restant chez soi. Il faut aller plus loin. Donc, une sécurité qui se fait à des milliers de kilomètres de chez soi est encore meilleure que si tu le fais seulement chez toi. Il y a des systèmes d'alerte aussi qu'il faut mettre en place de signalement. Parce que si tu n'as pas de système d'alarme quand il y a un feu qui se déclare, mais le temps que tu te rendes compte visuellement par ces effets, par la fumée et autres, pour dire « Ah, il y a le feu, il faut que je l'éteigne », c'est trop tard. Tu as peut-être perdu la moitié de ta toiture ou pratiquement toute la maison. Donc, il faut des systèmes de détection en amont. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on est capable de simuler des cas et aujourd'hui, on a aussi un supercalculateur en Côte d'Ivoire. Nous avons un supercalculateur aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une des applications du supercalculateur, c'est-à-dire on peut en faire des milliers de cas, simuler des situations pour pouvoir aider à détecter en amont ces situations-là quand celle-là adviendrait. Donc, parce qu'on est habitué, on a vu ces cas-là, on les a éprouvés, et donc on peut les détecter en amont et pouvoir stopper la menace avant même qu'elle n'atteigne la population. Donc, ça, ce sont des cas de la surveillance. À côté de la surveillance, on peut faire aussi on va dire l'analyse du comportement des utilisateurs. Mais ça encore, il faudrait qu'on ait une possibilité au niveau des fournisseurs d'accès. Il faut qu'ils travaillent tous ensemble pour pouvoir gérer cela. Mais ça va être quelque chose de très encadré parce qu'il ne faudrait pas empiéter sur les libertés et ainsi de suite. Mais c'est toujours une possibilité. Parce que si on a l'habitude de faire ce travail-là et savoir que les fake news viennent toujours d'un type d'utilisateur, d'un groupe d'utilisateurs, on va dire d'une famille d'utilisateurs, on peut très facilement mettre en place une analyse de comportement. Parce que on sait que c'est toujours si c'est des fake news dans un objectif de faire changer par exemple un vote, mais en période électorale, on peut anticiper, on peut détecter ces comportements-là, parce que ça ne commence pas forcément que le jour du vote. Ça va commencer des mois en avant. On va commencer par dire, ah, un tel fait ceci, on va donner des informations fausses. Ils construisent. En fait, c'est des gens qui construisent un chemin jusqu'à arriver à leur but. Donc, on peut faire une analyse sérieuse de tout ça pour pouvoir détecter ces comportements et pouvoir les stopper bien avant. Mais encore là, comme je dis, il va falloir faire attention aux libertés. Donc, les structures qui sont aujourd'hui mises en place par l'État de Côte d'Ivoire et celles qui existaient déjà en accord avec le système judiciaire et la défense doivent travailler de concert parce que ce travail est un travail de militaire. C'est une guerre qu'il faut mener contre ces gens-là. Donc, qui dit guerre, dit armée. Et on a une armée aujourd'hui qui est très bien formée. Donc, il va falloir que tout le monde travaille ensemble parce que eux, ces militaires peuvent donner des stratégies à ces fonctionnaires qui ne le sont pas pour pouvoir mener cette lutte-là. Parce que, veut ou veut pas, ça reste une guerre à mener et dans toute guerre, il faut une stratégie. Donc, eux, ils peuvent aider à donner des pistes d'idées pour essayer de monter la riposte contre ces gens-là. Il faut aussi parler de ce que, dans le jargon technique, on peut appeler l'amélioration des protocoles Internet. Ça veut dire qu'on améliore les moyens que Internet utilise pour véhiculer l'information. Mais quand je le rapporte au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau d'un pays, ça veut dire qu'il faudrait que la Côte d'Ivoire soit regardante sur comment est-ce que les sites, les fournisseurs, on va dire, d'Internet fonctionnent. Quand quelqu'un crée un site, quel
protocoles d'Internet il utilise. Parce qu'il y a des protocoles qui sont plus facilement gérables et contrôlables par les fournisseurs et l'État. Et il y a des protocoles qui peuvent très vite échapper au contrôle. Donc, pour un pays sérieux, on va dire, OK, si quelqu'un va sur votre plateforme pour ouvrir un site, voici les protocoles dans lesquels il faut qu'il crée son site. Ça va nous permettre d'avoir une fiche technique. Parce que tu ne peux pas, si tu ne remplis pas toutes ces conditions-là, tu n'ouvriras pas ton site. Si on te demande ton identité et que tu ne donnes pas, tu ne peux pas ouvrir. Si on te demande un numéro de téléphone vérifié que tu ne donnes pas, on peut pas ouvrir de site. Vous voyez, donc, c'est des petites choses comme ça, il va falloir mettre en place. Et quand je parle de protocole d'Internet, c'est pour éviter ce que, dans le jargon, on appelle, par exemple, allez, je vais dire ça plus simplement pour que tout le monde comprenne. C'est-à-dire que si je dis, par exemple, contre les plaques de véhicules, par exemple, je prends l'exemple des plaques de véhicules. Les plaques de véhicules ont été changées récemment en Côte d'Ivoire parce que les nouvelles plaques intègrent avec un logo, je pense qu'ils avaient mis un signe en tout incorporé dans les plaques. Juste en flashant cette plaque-là, tu as l'information concernant le véhicule, le propriétaire du véhicule. C'est-à-dire que si j'ai pris la plaque d'une voiture qui est Mercedes, j'ai mis sur une Toyota, en flashant la plaque, le policier qui a l'appareil qu'il faut va savoir que mais ça c'est une plaque d'une Mercedes, pourquoi est-ce que c'est sur un véhicule Toyota? Déjà là, en partant, je sais qu'il y a un problème. Je vais arrêter ce véhicule-là pour pouvoir contrôler et vérifier si vraiment le monsieur qui est au volant de la Toyota, c'est vraiment celui qui était le propriétaire de la Mercedes. Parce qu'il se peut que le monsieur, ça soit le même, mais il a juste changé les plaques sur un véhicule qui n'en avait pas. Ça, c'est possible. Mais si ce n'est ni le bon véhicule, ni le propriétaire, là, il y a encore un autre problème. Donc, ça permettrait de faire ça. Donc, le contrôle de protocole Internet permettra de faire cela. C'est-à-dire que si tu n'utilises pas le protocole sécurisé que nous, État de Côte d'Ivoire, on suggère, on demande aux opérateurs d'utiliser, on ne sera pas capable de savoir ce site-là. Est-ce que c'est un site qui est hébergé ici en Côte d'Ivoire, ou même s'il n'est pas hébergé en Côte d'Ivoire, il est hébergé ailleurs, les informations qu'il diffuse là, on ne pourra pas tracer l'origine des informations. Donc, il va falloir que le gouvernement et les fournisseurs d'accès travaillent à cela et avoir un protocole bien évolué pour pouvoir contrôler les flux d'informations Internet et ainsi de suite pour sécuriser l'espace numérique ivoirien. À côté de cela, techniquement, on peut aussi, et ça c'est la chose qu'on voit le plus, on peut aussi parler de la décentralisation et la résilience du web. Ça c'est le gros français comme ça, mais ça veut dire qu'il faut avoir des plateformes de vérification décentralisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, on peut avoir des outils qui peuvent permettre aux utilisateurs de vérifier la fiabilité des informations. Ça en est un. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait juste un seul endroit où on peut le vérifier, mais il faut qu'il y en ait plusieurs pour pouvoir vérifier la fiabilité des informations et avoir des infrastructures résilientes contre la cyberattaque. C'est-à-dire qu'on renforce les serveurs, c'est-à-dire que tous les centres, par exemple, de l'État, c'est-à-dire par exemple les entreprises comme CIE, comme même la CEI, la présidence, toutes les compagnies, toutes les institutions de la République qui ont un service informatique doivent travailler, investir suffisamment de l'argent pour renforcer leurs infrastructures. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les cyberattaques viennent pour faire tomber les sites légaux, comme on va dire, et prendre possession du trafic et véhiculer les mauvaises informations. Comment ils font ça? Je vais donner un exemple.
Il y a l'autoroute du Nord. On sait qu'à 17h, il y a beaucoup de trafic. Donc, qu'est-ce que les gens font d'habitude? Ils essayent soit de partir plus tard ou de partir plus tôt pour éviter le trafic. Bon. Les malveillants, les criminels, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient la plage, la période que les gens, les usagers de la route, vont le plus souvent sur la route, ils créent un faux embouteillage. Comment ils font ça? C'est-à-dire qu'ils vont par exemple pirater le serveur de Yango. Ils font commander des services de taxi. Mais beaucoup de commandes en même temps. Qu'est-ce que Yango va faire? Yango va envoyer beaucoup de taxis sur la route pour aller chercher les clients, pour aller les déposer là où ils veulent. Mais ils disent à Yango, comme ils ont piraté le serveur, le meilleur chemin c'est de prendre l'autoroute du Nord. Vous voyez? Donc ils envoient plein de Yango sur la route, mais arrivé sur la route, une fois que tous les Yango sont sortis et qu'ils ont bien pris l'espace sur l'autoroute, ils peuvent annuler toutes les commandes de Yango pour dire, finalement les usagers ont désisté. Sauf que les véhicules sont déjà sur l'autoroute, ils ont bouché l'autoroute, toutes les personnes qui veulent s'insérer sur l'autoroute en venant des artères adjacentes ne peuvent plus. Parce que eux, ils ont contrôlé l'autoroute, donc ils ont contrôlé le site et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà comment ces gens-là fonctionnent. On parle de trolls, on parle de fermes de machines, comme je disais tout à l'heure, des bonnies de machines. Ils envoient en même temps beaucoup d'informations et le serveur ne peut pas gérer, il dépasse sa capacité. C'est comme quelqu'un qui prend beaucoup d'informations en une seule fois, il sature sa mémoire, il ne peut plus rien absorber. Qu'est-ce qu'il fait? Il tombe en surménage ou il ne peut plus rien faire. On lui dit repose-toi d'abord avant de revenir. Et c'est la même chose. Ils font ça une fois que le site officiel est tombé, ils peuvent propager ce qu'ils veulent. Donc, il va falloir que les gouvernants et ceux qui sont à la charge de surveiller ces institutions, je sais qu'ils sont au courant de ça, mais là je le dis ici pour le peuple qui peut-être se pose la question, parce que tout le monde entend parler de ça, mais personne ne sait comment ça se passe. J'essaye, à ma modeste place, de donner un peu de ce que je sais pour essayer d'aider ceux qui veulent comprendre. Donc eux, ils font ça pour faire tomber les sites officiels et prendre le contrôle, parce que le but c'est ça, c'est de faire tomber ce qui est officiel, qui donne des vraies informations, et de eux remplacer le vrai par le faux et pouvoir prospérer. Donc c'est ce que eux ils font. Et donc, en français simple, c'est ce qu'on appelle le déni de service. C'est-à-dire que le site officiel est tombé, donc le service que ce site-là donnait à la population ne peut plus se faire, donc c'est un déni de service. Donc eux, ils créent un déni de service. Quand tu vas aller sur ce site-là, on va te dire que non, il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de connexion. Alors que c'est quelque chose qui est voulu, et une fois qu'ils ont pris le contrôle, soit ils te redirigent vers un autre site, tu vas croire que tu es toujours sur le bon site. En fait, tu es sur le site que eux, ils veulent te faire voir, et puis ils peuvent faire propager leurs fausses informations à ce moment-là. Et donc, pour finir, je ne vais pas être plus long que ça. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire en plus de ça? C'est d'avoir des systèmes de réputation et de notation des sources. Ça, c'est aussi très, très important. C'est aussi très important. Donner des bons points à ceux qui ont l'habitude de donner des informations vérifiées. Ceux qui, par exemple, font l'effort de dire « Ah, attention, ici, il y a un problème. » Attention, donner, on va dire, des trophées. Comme ça, on va habituer la population à aller vers ceux qui sont tagués d'être des bons, ceux qui donnent des vraies informations, des informations vérifiées, des informations sourcées, pour amener petit à petit les gens à se désintéresser des sites
poubelles et des propagateurs de fake news, ce qui va faire un nettoyage naturel parce que à un moment donné, ils pourront plus profiter de leur grande audience parce qu'ils ont fait des fake news. Parce qu'il faut aussi le dire qu'il y a des opérateurs économiques qui vont sur ces sites-là pour faire de la publicité. Eux, c'est là où la population va le plus, ils vont aller faire de la publicité. De bonne foi ou pas, mais ils le font des fois. Donc, ces sites-là vont perdre en ressources financières aussi, et donc pourront plus prospérer. Parce que toute la manipulation, tout ce qui est du faux a besoin d'argent, a besoin de moyens pour continuer à exister. Donc, il faut aussi, comme je le dis, mettre en place un système de notation et de bonne réputation pour ceux qui le méritent, pour pouvoir aider la population à faire son choix, à se diriger à travers cette jungle des médias, avec les médias en ligne, les médias papier, les médias il y en a partout. Donc il va falloir qu'à un moment donné, on ait comme un Oscar des meilleurs sites, les sites les plus purs, ce qu'on peut les appeler comme ça, pour pouvoir aider à faire un choix et puis pour aider à éviter d'aller vers les sites qui donnent les mauvaises nouvelles, les fake news, pour perturber la population. Donc, éclaireur, ramassé comme ça, voici ce que je voulais dire, parce que j'ai vu que le sujet que tu avais touché était important, et puis c'est quelque chose sur lequel je réfléchissais, donc je me suis dit, bon, même si mes travaux sont pas très élaborés, mais ça fait quand même des éléments comme ça. Si on a d'autres qui peuvent pousser la réflexion plus loin, il n'y a pas de problème. Et puis, ils seront toujours les bienvenus si un jour on peut discuter autour d'une table pour d'autres sujets dans ce ordre d'idées. Donc, voilà ce que je voulais dire. Vraiment, merci beaucoup le grand maître. Merci pour tout ce développement technique qui est très utile. Et nous espérons que ce que ça doit toucher, ça pourra contribuer à les aider dans la tâche. Mais l'objectif fondamental est d'aider le pays à rester stable et à permettre aussi aux utilisateurs de comprendre les bonnes habitudes et certaines manières. Et je crois qu'à travers cette explication, même si les gens n'ont pas tout saisi, prenez le temps après de suivre, de comprendre. Parce que c'est ça. Cherchez à comprendre dans les limites de votre esprit, c'est déjà un pas important. Et vraiment, merci d'avoir pris du temps pour approfondir et enrichir sur tout ce qu'on avait déjà débuté. Après, on va couper et mettre ça à la disposition des uns et des autres, en espérant que ça va vraiment servir. Vraiment, on va vous laisser vous reposer. Merci infiniment de cette belle contribution. Et bien des choses à vous ainsi qu'à toute la famille. En tout cas, merci à toi, merci à tous les EPV. Et puis, voilà, j'espère que ma petite contribution va apporter un intérêt pour des discussions, si ce n'est pour stabiliser un peu le pays, et puis faire en sorte que cette période qui s'ouvre soit une période de sérénité, pour qu'on puisse continuer à garder la Côte d'Ivoire dans cette stabilité et en faire un pays les plus prospères. Donc voilà le but de nos actions pour aider notre humanité, notre pays, continent à pouvoir rester debout et à servir le meilleur environnement à nos enfants pour et pour que le travail du président Dr Alassane Ouattara soit éternel, même si il le sera. Mais bon, c'est encore mieux si ça se fait avec les moyens du futur. Donc, parce que lui, il est aujourd'hui dans le présent, mais on veut le projeter dans le futur. Donc, à nous de les aider, nos enfants et puis les futures générations à bénéficier d'un monde beaucoup plus sûr et puis qu'on aurait contribué à construire. Donc voilà, merci encore, merci beaucoup. Vraiment, merci infiniment. C'est à vous que reviennent les remerciements. Et surtout, toute œuvre utile qui est donnée avec une saine intention, on ne peut pas demander meilleur. Vraiment, merci infiniment à vous-même. Que la grâce et la bonté divine soient sur vous ainsi que toute la famille. Merci beaucoup et excellente soirée. Merci à toi aussi. Merci. Beaucoup.